Le second débat de ce sens public consacré à la chute de l'un des pires dictateurs du siècle. Bachar al-Assad a fui la Syrie, renversé par cette offensive éclair de rebelles menée par le groupe islamiste Hayat Tahrir al-Sham. Comment ont-ils mis fin à 54 ans de pouvoir tyrannique du clan Assad ? Qui pourrait diriger une Syrie toujours plus fractionnée? Avant d'en débattre, le récit de ces dernières heures avec Jérôme Ravier. Pour la première fois depuis 24 ans, Damas, la capitale syrienne, s'est réveillée ce matin sans que Bachar el-Assad règne sur le pays d'une main de fer. Dans les palais qu'il occupait, les combattants rebelles posent fièrement Kalachnikov en main. Et dans les rues, des scènes de fête se déroulent. Les langues se délient aussi et désormais on peut critiquer le régime déchu. C'est un régime criminel. Lui, Bachar al-Assad et son père Hafez. Nous n'avons reçu d'eux que douleur et torture. En moins de 15 jours, le régime s'est effondré devant l'avancée d'une coalition rebelle hétéroclite. Principale force combattante, les islamistes radicaux d'Hayat Tahrir al-Sham, emmenés par leur leader, Abou Mohamed el-Jolani. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour toute la nation islamique. Cette victoire, mes frères, est une nouvelle histoire pour la région. S'il suscite l'espoir, la chute du clan Assad plonge aussi le pays dans l'incertitude politique. Les rebelles islamistes ayant fait tomber le dictateur sont issus de l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda. Ils promettent d'avoir rompu avec le djihadisme, mais les chancelleries occidentales restent vigilantes. J'ai pu échanger avec mes homologues israéliens, jordaniens et turcs. Et ce qui se dégage de ces échanges, c'est la volonté partagée que dans la transition politique, toutes les minorités puissent être représentées, puissent trouver leur place. L'installation d'un nouveau pouvoir pourrait prendre plusieurs mois tant le pays est à terre, miné par une guerre civile depuis 13 ans. Bachar el-Assad a lui quitté le pays direction Moscou, selon plusieurs agences de presse russes. Une information que le Kremlin refuse de confirmer, mais très vraisemblable, Vladimir Poutine ayant soutenu à bout de bras le régime syrien depuis des années. Faut-il craindre un pouvoir islamiste en Syrie? On en débat tout de suite avec David Rigoulet-Rose. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique, chercheur associé à l'IRIS et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Ala Konmani, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, grand reporter à Libération, spécialiste du Moyen-Orient. Antoine Mariotti, bonsoir. Et bienvenue, vous êtes journaliste à France 24, ancien correspondant à Jérusalem. Et je vais citer vos deux livres, La honte de l'Occident, les coulisses du fiasco syrien. Et puis le tout dernier, qui nous parle de la CIA, l'agence Histoire secrète de la CIA. Les deux sont publiés chez Talendier. Évidemment, Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Allez, des questions un peu générales pour commencer. David Rigoulet-Rose, ce qui frappe, c'est quand même cette accélération de l'histoire. Là. Comment ces groupes rebelles ont-ils pu prendre le contrôle de Damas aussi rapidement? Ah oui, il y a un côté sidérant, hein, au sens propre du terme. C'est pas tant d'ailleurs le déclenchement de l'opération en tant que telle, parce que elle a été plus ou moins annoncée. Alors ça n'a pas forcément été pris au sérieux, hein, mais Jolani, enfin Abou Mohamed el-Jolani, elle avait laissé entendre que les frappes récurrentes sur l'enclave d'Idlib de la part des forces du régime et d'aviation russe allaient entraîner une réponse. Et d'ailleurs l'intitulé de l'opération en question, c'est réplique à l'agression, sous-entendu du régime. Donc ça, c'était pas une surprise. On n'a pas forcément... Ce qui surprend, c'est la rapidité. Alors ça, en revanche, oui. Y compris les Russes, d'ailleurs, qui l'ont admis publiquement, en disant qu'effectivement, il y avait une rapidité d'exécution, ce qui prouve que ça a été quand même planifié, et ça date pas, ça s'est pas fait en 3 jours. Hein. Ça fait plusieurs semaines, sinon plus, que ça s'est fait sous le regard, on va dire... compréhensif de la Turquie, c'est un euphémisme, constructif. Constructif, oui, c'est ça. Et donc planifié, bien réalisé au niveau opérationnel, avec une expertise, effectivement opérationnelle, notamment dans l'usage des drones, qui a été assez efficace. Et puis, en face, une absence de résistance. Ouais. C'est ça aussi qui explique le côté sidérant, effectivement, de la situation, c'est le fait que les forces somalaises n'ont pas combattu. Et on y reviendra. Et évidemment, à la Konmani, il y a beaucoup de questions, d'inquiétudes aussi sur ces groupes islamistes qui pourraient prendre le pouvoir. Mais enfin, ce soir, il faut quand même d'abord se réjouir de la chute d'un tyran. C'est certain. C'est certain, en tout cas pour les Syriens.
C'est un jour inimaginable et qu'ils attendent depuis, je vais dire 13 ans, mais 50 même. Oui, 54 si on remonte à la prise du pouvoir de Assad père. Non, c'est colossal, c'est formidable, c'est une vraie libération. Hein. Et tout le monde dit d'ailleurs libre. Voilà, quand au fur et à mesure que les villes tombaient, c'était ça y est, Homs est libre, Hama est libre, enfin bon. Et c'est sûr que cette tyrannie et toutes ces pratiques, la répression, auquel s'est ajouté, en plus de tout ce côté criminel et violent, ces dernières années, ça a été le pourrissement intérieur avec une crise économique terrible. Oui, l'appauvrissement de la vie des gens est complètement délabrée. Qui explique d'ailleurs en partie le manque de résistance de l'armée syrienne. Parce que l'armée est complètement délabrée. C'est le terme que vous employez. Oui. Elle vivait par la corruption. C'était les pauvres soldats de base, ils n'avaient même pas de quoi faire vivre leur famille. Et ils ont tout lâché. Je veux dire, on pouvait... Bien sûr, il était impossible pour eux. En plus, même au niveau de leurs officiers, les ordres de retrait sont venus. Et c'était ça le plus spectaculaire. Vraiment. Bon, c'est sûr qu'ils ont avancé de façon assez spectaculaire, mais l'effondrement des forces du régime, globalement, on disait qu'il y avait des milices particulières et des troupes d'élite. Personne, même jusqu'à Damas, même aujourd'hui, à l'attaquer, c'est-à-dire le fief du régime de Bachar el-Assad. Oui. Il faut remonter quand même, Antoine Mariotti, au printemps arabe 2011, peut-être pour rappeler, même si je pense nos téléspectateurs, téléspectatrices connaissent cette histoire, mais ce qui a valu, ce qui vaut à Bachar el-Assad le surnom de boucher de Damas. Qu'est-ce qui se passe au moment où la Syrie rentre dans le cycle du printemps arabe ? Je remonterai même un peu avant, parce qu'il faut se rappeler que Bachar el-Assad, initialement, n'était pas du tout censé être président. C'était un peu le fils, pas indigne, mais enfin bon, voilà, il faisait ses études d'ophtalmo, il n'avait pas un charisme fou. C'est pas le fils aîné, le grand frère, Bassel, qui avait un charisme fort, qui était militaire et autres, qui était censé prendre la suite. Il se trouve qu'il meurt dans un accident de voiture sur la route de Damas en 94, et on rappelle Bachar de ses études londoniennes rapidement. Et comme Bachar a fait l'ophtalmologie, comme il a passé 1 an ou 2 à Londres, tout le monde s'est dit, tiens, c'est un occidental, il va être très calme, mais tout va bien se passer. Je rappelle que Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, a aussi été en Suisse, ça ne fait pas de lui un tendre pour autant. Mais tout ça pour dire que quand en 2000 son père meurt, il prend le pouvoir, la constitution syrienne disait on ne peut être président qu'à partir de 40 ans, manque de chance il en avait 34, qu'à cela ne tienne, on change la constitution, il y avait à partir de ce jour-là, on pouvait être président pile à 34 ans. Ils n'ont même pas essayé de faire semblant à dire 33, c'était 34. Et pendant quelques mois, il y a cette espèce quand même de renouveau. Il y a ce qu'on appelle le printemps de Damas. Il peut y avoir des débats, il n'y a pas une presse totalement libre, enfin il y a des choses quand même qui se passent. Mais au bout de quelques mois, on serre de tout, et là, la dictature revient comme sous le père. Et donc il n'y a plus tellement d'illusions. Et quand il y a ce printemps de Damas, quand il y a ce printemps arabe en 2011, ou après la chute de Moubarak en Égypte, de Ben Ali en Tunisie, etc., ça finit 2 mois après par arriver en Syrie. Et là, il y a une riposte qui est extrêmement violente. Ils essayent de mater finalement cette rébellion, ces manifestations dans la violence. Et là, il y a une image folle, je trouve, moi, qui se perpétue toutes les semaines. C'est cette population qui est désarmée, qui vient manifester dans les rues en disant « ton tour arrive, docteur ». Le docteur, parce qu'il a fait ses études d'ophtalmologie. Et ils savent qu'ils vont se faire tirer dessus, mais ils continuent. Et pacifiquement, pendant des mois et des mois. Ils finissent par prendre les armes parce que finalement la situation fait que, mais c'était assez fou. Et en fait, je trouve que l'image du pourrissement, c'est exactement ça. C'est que cette image de révolution qui devient une guerre civile, qui dure longtemps, à partir de en 2015, les Russes interviennent, ça met quand même un stop petit peu à tout ça. À partir de 2016-2017, on ne parle plus beaucoup du conflit syrien. Ça s'est un petit peu pourri, tout le monde est resté un petit peu dans son coin. Moi, ça fait des années que je dis il faut parler de la Syrie parce que ce n'est pas terminé et ça va répéter à un moment donné, ce n'est pas possible, pardon de l'expression. Mais ça s'est un peu pourri parce que justement, tous ces soldats du régime notamment, eh bien, il y a quand même aujourd'hui un taux de pauvreté absolument colossal en Syrie. Et quand on n'a plus beaucoup d'argent, qu'on ne peut pas nourrir ses enfants, qu'en même temps on est de la chair à canon depuis 15 ans,
et qu'on voit qu'il n'y a plus grand monde qui nous soutient, ça explique aussi un petit peu ce délitement, je trouve, de l'armée. Oui, c'est ton tour docteur. Ça m'amène à accueillir tout de suite dans notre émission du Sanaya Yazighi, qui est graphiste syrienne, fondatrice de Creative Memory. Vous êtes réfugiée en France et vous documentez depuis une décennie la mémoire créative de la révolution syrienne écrasée dans le sang par Bachar el-Assad. Et justement, ce message, c'est ton tour docteur. C'est l'un de ceux que vous aviez, l'un des premiers, je crois, messages que vous avez documenté. J'ai une question qui est vraiment une question d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui domine? C'est d'abord la joie, malgré les inquiétudes dont on va parler? Évidemment. Bonsoir à tous et merci de m'avoir accueilli. Je suis très contente de m'adresser à vous, de m'adresser à tous les Syriens, les Syriennes, les Syriens, à m'adresser à mon pays pour dire, on dit chez nous pour saluer une des phrases, des formules quand on accueille ou quand on salue les autres, c'est dire mitwardé, c'est-à-dire sans fleurs. Évidemment, depuis hier, on est dans la joie absolue. On a envie de goûter encore avant de passer peut-être aux craintes qu'on partage avec tout le monde. C'est évidemment un grand moment de joie. Vous avez, et quand on voit les photos que vous mettez là derrière vous, les photos dans les poubelles, c'est dans le sens direct et métaphorique. Franchement, c'est aux poubelles, la famille Assad. Moi, c'est le plus beau jour de ma vie. Moi, je suis née sous Hafez. J'ai grandi sous Hafez père, continué à grandir et à mûrir sur Bachar el-Assad et imaginer un jour se débarrasser de cette famille. C'était pas vraiment... on pensait pas. Franchement, on ne pensait pas. C'est un choc dans le terme. Pardon de vous interrompre, vous n'avez connu que la famille Assad au pouvoir, hein, on est bien d'accord? Oui, j'ai 54 ans. Donc c'est 54 ans de Assad. Et donc c'est une plongée dans l'inconnu quand même qui s'ouvre et on va en parler. Restez avec nous. Le son, je m'en excuse auprès de nos téléspectatrices et téléspectateurs, le son n'est pas parfait. On va essayer d'améliorer encore un peu ça. Restez avec nous. Sanaya Yazighi, je vous redonnerai la parole tout à l'heure parce qu'on se pose la question de ce qui s'ouvre, du nouveau pouvoir qui, pour éventuellement incarner ou devenir le nouvel homme fort de la Syrie. Évidemment, on pense à cet homme dont on a déjà parlé, Abou Mohamed al-Jolani, leader de ce groupe islamiste. Et on va écouter, pour ouvrir ce chapitre, un autre expert, un spécialiste de la Syrie qui s'appelle Hugo Micheron, qui était sur France Inter ce matin. Écoutez. C'est quand même un salafiste quand même assez chevronné et que dans le système qu'il promeut, il a été hyper habile. Je crois qu'il a entamé une transformation et il a tiré un certain nombre d'enseignements des erreurs d'Al-Qaïda et de Daesh, à savoir qu'il fallait surtout pas se précipiter dans tout ce qui va alerter l'Occident. Donc il donne énormément de gages. Il a retourné sa veste au sens propre, c'est-à-dire il a carrément troqué le turban pour un treillis. Je pense qu'il faut faire attention, c'est que si on se précipite immédiatement pour prendre à la lettre tous ces signes, on risque de faire une erreur. On a rien à perdre, je pense, à être extrêmement prudent. C'est quelqu'un qui est un fin politique. Il l'a démontré tout au cours de sa carrière. Il a un pédigré djihadiste long comme le bras. Là, il dit qu'il a changé depuis quelques années. Je pense qu'à minima, il faut pouvoir attendre et juger sur pièce. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce nouveau chef? Alors, vous le connaissiez, pour nous, un peu plus béotiens, on découvre sa personnalité et son visage. Faut prendre du recul sur la com. Je pense qu'on peut commencer par dire ça, David Rigolaro. Oui, pour rejoindre d'ailleurs ce qui vient d'être dit, il a fait un très bon média training. Effectivement, parce qu'il a voulu lisser son image. D'ailleurs, récemment, il est passé pour arrondir la barbe et que ça soit moins ostensible. Effectivement, la vareuse. Enfin, il y a un ajustement sémiotique destiné à l'extérieur, parce que, alors ça, effectivement, ça remonte à le mouvement qu'il encadre aujourd'hui. C'est issu effectivement de la matrice d'Al-Qaïda. En passant par le Jabhat el-Nusra, et puis il a créé ce mouvement, le Hayat Tahrir al-Sham, à partir de 2017. Là où ça a été habile, c'est-à-dire qu'il a voulu se dissocier de l'image d'une organisation djihadiste internationaliste.
D'où par rapport il a pris ses distances par rapport à Al-Qaïda pour se recentrer sur la Syrie. En tout cas, c'est le discours officiel, quoi. Exactement, c'est l'affichage. Alors, d'aucuns diront que c'est de la taquilla, de la dissimulation. C'est très difficile. En tout cas, le fait est qu'il a insisté sur la dimension nationaliste de son djihad. Toute chose égale par ailleurs, un peu comme les talibans, hein, d'ailleurs. Et il s'est retrouvé d'ailleurs dans la même position vis-à-vis de l'État islamique ou d'Al-Qaïda, en tout cas de l'État islamique, où les talibans luttent contre l'État islamique. Et il l'a fait, lui, dans l'enclave d'Idlib. Non pas par humanitarisme particulier, mais tout simplement parce qu'il y avait une logique de pouvoir, et qu'il voulait asseoir, effectivement, le pouvoir de son organisation HTS. Oui, votre avis, Ala Kodmani, effectivement, troquer son turban pour un treillis, l'image est frappante. C'est certain qu'aujourd'hui, on va oublier. Enfin, je parle des Syriens. Oui. Le risque, aujourd'hui, c'est le libérateur, quand même. Oui. C'est lui, après 15 ans de guerre civile, après qu'on ait vu défiler toutes sortes de dirigeants, de leaders d'opposition, etc., c'est lui, il l'a fait avec des Syriens, en Syrie, il n'en est jamais parti, sans appui ni d'une force extérieure visible. Oui. Non. Oui. C'est quand même l'essentiel de ces combattants sont syriens. Il n'y a pas d'autres combattants que syriens. Donc vous nous dites qu'il va bénéficier d'une sorte d'a priori favorable. Dans la population, c'est certain. Enfin, surtout la population qui est restée en Syrie. Je ne parle pas de tous ceux qui sont partis en Europe ou ailleurs. Là, évidemment, ceux qui sont en exil n'ont pas du tout les mêmes mentalités. Mais ceux qui sont restés, c'est-à-dire les plus modestes, les plus conservateurs et les plus pauvres aussi, les plus démunis, c'est certain que là, son aura doit faire peur. Et son ambition semble illimité. Oui, et on va continuer d'en parler évidemment, mais je veux bien redonner la parole à Sana Yazigi, parce que vous gardez évidemment beaucoup de contacts, de liens avec des Syriens via votre action d'archivage finalement des témoignages de la résistance à ce tyran qu'était Bachar el-Assad. L'état d'esprit des gens avec qui vous avez pu échanger depuis 24 ou 48 heures, c'est effectivement ce que vient de nous dire Ala Kodmani, c'est-à-dire une sorte d'espoir ou de confiance a priori envers ce nouvel homme fort, ou alors pas forcément? Alors pour répondre à cette question de contact, en fait la majorité de ces auteurs qui n'ont pas cessé de crier tout au long des années, la majorité de ces gens-là sont à l'extérieur de la Syrie, donc depuis très longtemps. Si on a gardé des liens à l'intérieur, c'est à travers la famille et quelques amis un peu partout en Syrie. Et on partage tous les mêmes sentiments. Donc on a une joie extraordinaire, on a envie d'en goûter encore, et on a tous des craintes, et évidemment. On regarde tout ça, la passation de pouvoir qu'on voit au fil des jours, au fil des heures, sur les télés différentes, qui est a priori et pour l'instant pacifique, dans l'ordre, et on se demande quel va être vraiment le jour à venir. Est-ce que, pardon de vous interrompre, est-ce que vous... J'imagine que ça doit être quand même un espoir qui est toujours là quand on est en exil. Est-ce que vous vous dites, là, je vais peut-être pouvoir rentrer en Syrie? Peut-être. Je veux rentrer en Syrie. Et ça, c'est l'état de tout le monde. Il y a des amis qui nous appellent déjà pour nous dire, alors, c'est demain, c'est après-demain, c'est la semaine prochaine, c'est quand? Et c'est vrai, juste pour rendre hommage à tous ceux qui ont perdu leur lieu chez soi. Je n'étais pas à leur place. Moi, j'ai la nationalité française depuis très longtemps. Je suis en France en partie chez moi. Je n'ai pas la même souffrance. Je ne peux pas être à le même niveau de souffrance qu'eux. Et quand on s'est dit qu'on était très contents, on était très contents de voir tous ces gens-là rentrer chez eux. Ça c'est quelque chose qu'on partage tous massivement, tous les Syriens, malgré toutes leurs différences.
Merci beaucoup, merci Sana Yazigi. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de Creative Memory. Le travail que vous effectuez depuis plusieurs années sur la mémoire de celles et ceux qui résistent et qui ont malgré la puissance du régime de Bachar el-Assad et les risques qu'il prenait, qui ont résisté à ce régime. C'est vraiment passionnant de suivre vos travaux. On va rester sur ce chapitre consacré à l'avenir, à ce que ce nouvel homme fort peut proposer aux Syriens. Et je vous propose un témoignage, une réaction en tout cas, celle du président américain, Joe Biden, encore président américain, qui lui reste très vigilant. Écoutons. Nous resterons vigilants. Il ne faut pas se leurrer, certains des groupes rebelles qui ont renversé Assad ont leur propre triste bilan en matière de terrorisme et de violation des droits humains. Nous avons pris note des déclarations des dirigeants de ces groupes rebelles ces derniers jours. Ce qu'ils disent en ce moment est acceptable, mais alors qu'ils s'apprêtent à prendre de plus grandes responsabilités, nous allons évaluer non seulement leurs mots, mais aussi leurs actes. Il y a presque deux Al-Joulani, Antoine Mariotti. Il y a ce nom, Abou Mohamed Al-Joulani, et puis il y a son nom de naissance, Ahmed Al-Shara, qu'il reprend maintenant. Et c'est pas anodin. On peut expliquer ça? Non, c'est pas anodin du tout. Et c'est vrai que il y a cette euphorie, parce que forcément, quand vous avez une dictature sanguinaire qui tombe après 54 ans, qui ne peut ne pas s'en réjouir? C'est formidable. Après, tout le monde espère ne pas se réveiller avec une gueule de bois dans quelques jours, évidemment. Et il y a un premier temps qui, en effet, comme on vient de l'entendre, c'est cette volonté pour ceux qui ont dû partir ou qui ont de la famille sur place d'y retourner, parce que c'est leur pays, ou parfois d'ailleurs pour dire... Il faut que j'aille retrouver mon frère, ma sœur, dont je n'ai pas de nouvelles depuis 2 ans, depuis 5 ans, depuis 10, 15 ans, et qui y vont sans savoir. Parce qu'il y a des gens qui étaient dans la prison, sinistre prison de Sednaya, par exemple, depuis des années, sans qu'on sache s'ils étaient vivants ou morts. Donc il y a ça aussi. Il faut se rappeler que derrière cette offensive éclair, ça nous fait presque oublier qu'il y a plus de 500 000 morts, c'est un grand minimum, et des familles décimées. Donc voilà. Donc pour l'instant, le côté, en effet, média training fonctionne très bien sur Joulani, sur la face Lille. Faut pas oublier l'autre face, parce qu'en effet, ces groupes ont commis des massacres. Parfois, il y a des années, quand c'était sous un autre nom, donc Al-Nosra, etc., en Syrie. C'était l'un des chefs d'Al-Nosra. C'était le chef d'Al-Nosra. C'était le chef d'Al-Nosra. Donc on ne devient pas là, on parle de chef d'Al-Qaïda. On parle de massacre, on parle de lapidation. Une blanche colombe du jour au lendemain. Et quand bien même lui le serait devenu parce qu'il aurait vu la lumière, qui nous dit que l'ensemble de ces hommes le sont. Et on sait qu'il y a une partie qui est un peu plus radicale. Pour l'instant, en tout cas, il arrive à tenir ces hommes. Il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de massacre des Alaouites, par exemple, comme on aurait pu le craindre, qui est donc la minorité qui est sur la côte, dont est issue la famille Assad. C'est 10% de la population. Et en général, quand vous êtes 10% qui vous avez régné en maître, et de manière sanguinaire, comme je le disais, sur une population, il y a souvent un retour de bâton. Et ça a été le cas, je pense, après Saddam Hussein, par exemple, en Irak. Donc pour l'instant, le media training fonctionne bien, l'image, la communication est bonne. Dans les faits, ça suit aussi parce qu'il n'y a pas encore de massacre ou autre. On espère tous que ça va continuer comme ça pour que les Syriens puissent en effet revenir et reconstruire la chose. Mais il faut se rappeler une chose. On a 36 heures ou 48 heures. Oui, voilà. Et là, bien sûr, il y a juste une chose, c'est que Joulani ne contrôle pas l'ensemble de la Syrie. Donc il s'est aussi opposé à d'autres groupes. Qu'est-ce que ça va donner? Jusqu'où il va pouvoir contrôler? Est-ce qu'il va pouvoir s'entendre avec les FDS au nord-est, c'est-à-dire les Kurdes qui ont manifesté une envie de leur parler? Est-ce qu'il va y avoir quelque chose comme ça, ou est-ce que ça va rester extrêmement morcelé? Et c'est toute la question aussi qu'il faudra suivre. Vraiment un saut dans l'inconnu, Mathieu. J'avais une question, parce que vous soulignez très bien les risques d'un double discours, au fond, de la part de Joulani. Mais à qui s'adresserait ce double discours? Est-ce que c'est à la communauté internationale? Est-ce que c'est la communauté nationale qu'il tente de rassurer? Ou est-ce que ce sont les Syriens? Parce que quand les islamistes prennent le pouvoir par la révolution, on se souvient de l'ayatollah Khomeini ou dans un autre genre de Baghdadi, El-Baghdadi, quand il prend le pouvoir, ils tiennent des prêches plutôt violents et fédérateurs autour de la charia, de la cause. Voilà. Allez, pourquoi tout le monde peut répondre à la question? Non, je crois qu'il y a, en effet, on n'est pas à 36 heures, on est un peu plus. Oui. Les 10 jours... Oui, si on remonte au point de départ de l'offensive. C'est très étudié, cette démarche de je respecte les minorités, je rentre à Alep, je protège les messes du dimanche, les chrétiens, on n'y touche pas, les druzes, pareil, on n'a aucune atteinte aux minorités. Au contraire, on en fait plus. Je veux dire, il y a eu même quand même un truc de proposer à un révérend, au cardinal d'Alep, de devenir le gouverneur, de tenir la ville. Enfin, bon, il y a même du zèle. C'est une rumeur, je ne sais pas si... mais il y a eu une proposition, visiblement. Enfin, il veut à la fois s'adresser aux Occidentaux
pour dire attention, je ne suis plus pas celui que vous pensez. Pour faire tomber les sanctions, par exemple. Parce que j'étais. Les sanctions, je pense, pourraient tomber. Aujourd'hui, j'ai vu déjà que le gouvernement britannique était en train d'étudier si il n'allait pas rétablir, enfin reconnaître ou changer le statut ou l'enlever de la liste des terroristes. Oui. Les Russes ont déjà pris langue avec lui. Les pays arabes, évidemment. Donc lui, son objectif, c'est justement de réussir à fédérer autour de lui ce kaléidoscope qu'est la Syrie. Hein, c'est ce qu'on a, d'être reconnu. Alors, dans la population, il essaye de ménager tout le monde. Cela dit, c'est important qu'il ne soit pas seul. Pour l'instant, il a eu quand même... ce qui a permis de faire tomber Damas, en grande partie, c'est une offensive en sandwich par les brigades de l'armée syrienne libre. Et il se met à s'appeler armée syrienne libre, là. Hein. C'est plus du tout... On dit armée syrienne libre. Les Syriens disent l'armée syrienne libre est entrée. C'est-à-dire les premiers de 2011-2012 qui ont pris les armes contre le régime. Oui. Il y a une vraie volonté. Maintenant, qu'il soit islamiste, qu'il soit conservateur, qu'il soit salafiste, je crois qu'il ne s'en cache pas non plus. Oui. Et on reste sur cette question des craintes ou d'un risque de pouvoir islamiste en Syrie, avec la réaction des Américains. David Rigolard, dans la nuit, ils ont frappé un certain nombre de cibles de l'État islamique, c'est ça ? De Daesh, oui. Ils ont profité de la... C'est-à-dire qu'il y a une résurgence, effectivement, de groupes de Daesh dans la Badia, c'est-à-dire à côté d'Deir ez-Zor. C'est la survivance, entre guillemets, de ce qu'était Daesh. Et effectivement, dans un contexte pareil, c'est propice à la réémergence d'une organisation qui n'avait jamais totalement disparu. Et qui est réactivée, on va dire, dans une dynamique, on va dire, de renversement de régime, etc. Donc oui, les frappes, plusieurs dizaines, c'était spécifiquement contre les groupes apparentés à Daesh, donc dans l'Est. Hein. Donc, et puis il y a eu des frappes israéliennes, mais pour autre chose, sur des entrepôts, sur... d'armes chimiques, c'est ça ? Oui, et puis de munitions, de missiles guidés, etc., pour éviter que ça tombe justement dans des mains incertaine. Oui, on va dire ça comme ça. Alors, il faut se poser la question aussi de l'influence russe, d'une éventuelle défaite russe avec la chute de Bachar el-Assad. Je vous propose une image, c'est celle de l'ambassade de Syrie à Moscou, le drapeau de l'opposition syrienne qui est hissé sur l'ambassade de Syrie à Moscou. Voilà les images, constats des journalistes et notamment journalistes de l'agence France-Presse sur place au lendemain de la chute de Bachar el-Assad. On va en parler tout de suite de ce renversement de la situation en Syrie avec Steve Jourdain. Je lui propose de me rejoindre tout de suite sur ce plateau. Steve, on peut parler d'un revers cinglant pour la Russie qui était très impliqué dans la guerre civile. Oui, Thomas, on va voir ces images. On est au mois d'octobre 2015. Quelques mois plus tôt, Vladimir Poutine a signé les accords de Minsk qui mettent le conflit en Ukraine sur pause. Il reçoit Assad. On est au Kremlin. Le dictateur syrien est alors complètement acculé par les rebelles. Sa défaite semble très proche. Il a perdu le contrôle des 2/3 de son territoire. Mais Poutine lui promet alors qu'il fera tout pour l'aider à renverser la vapeur. Écoutez. Nous sommes prêts à faire ce qui est en notre pouvoir, non seulement dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le processus politique, tout en restant en contact étroit avec d'autres puissances mondiales et les pays de la région intéressés par une résolution pacifique du conflit. L'intervention militaire russe va être décisive. Elle restera comme le grand tournant de cette guerre civile syrienne. Les chasseurs bombardiers russes vont rapidement stopper les offensives rebelles et permettre à Assad de reconquérir la majorité du territoire syrien. Et quels sont aujourd'hui les intérêts russes dans le pays ? Alors on s'en rappelle peut-être à l'origine, il s'agissait officiellement pour Moscou de combattre les islamistes et notamment l'organisation État islamique, alors en pleine expansion. Dans les faits aujourd'hui, il y a des intérêts très concrets. Il y a notamment 2 bijoux qui seraient regrettables pour Moscou de perdre, 2 bases militaires cruciales pour la Russie. Elles se trouvent toutes 2 à l'ouest du pays. Il y a la base aérienne située à Latakié et le gigantesque port, un gigantesque port qui est situé à Tartous. Toutes les 2 permettent à Moscou, vous le voyez, d'avoir un pied en mer Méditerranée, de se projeter au Moyen-Orient, en Afrique, mais aussi en Ukraine. Il s'agit de 2 cadeaux offerts par Bachar el-Assad à son allié Vladimir Poutine pour le remercier notamment de son aide pendant la guerre civile.
civile en 2017. Moscou a signé un bail de 49 ans pour l'occupation de chacune de ces bases et c'est symboliquement depuis l'attaqué que Vladimir Poutine a annoncé la même année la victoire du régime de Damas sur les rebelles. Écoutez. J'ai pris la décision de faire rentrer en Russie une partie significative du contingent militaire se trouvant en Syrie. J'ordonne au ministre de la Défense et au chef d'état-major de débuter le retrait du contingent de leur base permanente. Ça, c'était en 2017. Dans les faits, il y a encore aujourd'hui des hommes et des armes russes en Syrie. La semaine dernière, le ministère de la Défense russe a annoncé que les 6 bâtiments de sa flotte basée à Tartous avaient pris le large officiellement pour des exercices planifiés. Je cite, « On n'est pas obligé de le croire. Ce qui est certain, Thomas, c'est que les rebelles progressent très rapidement et qu'ils ne sont plus qu'à quelques petits kilomètres de ces bases militaires russes. » Merci beaucoup, Steve Jourdain. David Rigoleros, je reviens avec vous. Est-ce que ces bases peuvent tomber entre les mains des rebelles? Peuvent-ils prendre le risque de prendre des bases russes? Vous voyez ce que les Russes ont pris contact, ont pris langue avec Jolani. Et apparemment, il y a quand même un aggiornamento qui se fait. C'est-à-dire que les Russes veulent conserver effectivement ces 2 bases qui sont essentielles. Alors, on ne mesure pas forcément toujours de l'extérieur, mais la base maritime est presque plus importante que la base aérienne. La base de Tartous, en fait, c'est une base qui permet un accès aux mers chaudes. C'est la seule dont disposent les Russes et qui leur évite d'être dépendants notamment du transit par les détroits contrôlés par les Turcs. Donc c'est une base vraiment essentielle. En Méditerranée, il y a la base de Memel qui est aussi importante, mais ils voudraient conserver ça. Et donc, alors là, pour le coup, Poutine rentre dans une logique transactionnelle à la Trump avec Jolani pour essayer de les conserver avec des incertitudes évidemment, mais pour l'instant, il semblerait que des négociations soient en cours pour effectivement le maintien au moins temporaire de ces bases. Il y a le côté russe, mais il y a quand même une conjonction de facteurs, Antoine Mariotti, pour expliquer, on l'a évoqué en tout début de débat, la rapidité de cette offensive. L'affaiblissement du soutien russe, c'est quand même l'un des facteurs les plus importants? Oui, mais il y a plein de facteurs. En fait, il y a le pourrissement dont on parlait tout à l'heure, avec une armée qui n'avait plus envie de se battre ou qui n'avait plus les moyens non plus. Vous avez le Hezbollah libanais quand même qui a joué un rôle important à partir de 2013 pour soutenir le régime syrien, gagner des villes. On se rappelle tous de la bataille de Qousseir, par exemple, qui a pris quand même un sacré coup sur la tête ces derniers mois, depuis septembre avec l'offensive israélienne. Donc il y avait aussi d'autres priorités. Et puis en effet, donc des soutiens les plus importants côté russe, côté Hezbollah, qui était affaibli. Concentré sur l'Ukraine quand même, en hommes, avec une guerre qui est beaucoup plus longue et beaucoup plus coûteuse à tout niveau, d'ailleurs y compris en vie humaine et en utilisation d'armes, qu'ils ne l'espéraient. Donc ils n'ont plus les moyens non plus de soutenir à bout de bras le régime. Et comme on a l'impression qu'ils avaient un petit peu abandonné le terrain, en tout cas une présence minimum, que le Hezbollah c'était un petit peu pareil, que le régime pensait que ça y est, c'était gagné en tout cas sur toute cette partie-là, qu'elle contrôlait. Quand vous accumulez tous ces critères, finalement, ça explique aussi cette débandade, parce que moi, par exemple, je ne m'attendais pas à ce que ça tombe, je vous le dis très franchement, aussi rapidement, qu'il y ait une avancée. Quand ils ont pris Alep, je me suis dit, bon, très bien, peut-être qu'ils ont abandonné stratégiquement, ils se sont dit qu'ils ne peuvent pas tenir. Quand ils sont arrivés à Hama, on commence à se dire, c'est quand même fou, mais ils vont tout mettre sur Homs, parce que Homs, quand vous montez de Damas, vous avez Homs, et puis après, c'est la route vers l'attaqué, qui est donc le fief alaouite dont on parlait tout à l'heure, donc le fief d'Assad. Et là, quand on voit que ça tombe comme un château de cartes, on se dit, bon, alors là, il ne reste plus quand même grand-chose pour les retenir de Damas. Donc voilà, donc il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Oui, et Bachar el-Assad, a priori, il est en Russie, à la Kodmani. Oui, il est en Russie, on ne sait pas très bien depuis quand. Ça a été officialisé hier, je crois, par les Russes. Par les agences officielles. On disait déjà qu'il était parti il y a une semaine. Maintenant, est-ce qu'il a fait un aller-retour? C'est possible aussi. En tout cas, il est parti comme un peu en fuyard. C'est une vraie fuite. Il est parti sans rien dire, en plantant tous ses hommes, tous ses proches, qui lui en veulent d'ailleurs terriblement. Si on en croit des réactions qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc., il a laissé son frère, qui est quand même le chef de la principale division qui devait défendre Damas. C'est une division d'élite. Enfin, il est vraiment parti vivre ailleurs. Il s'est enfui.
Et ça va encore plus montrer que, en fait, il était là pour être au palais et qu'il n'a pas vu le pays, l'état de son pays. Il n'a jamais voulu faire la moindre concession. Et là, les Russes et les Iraniens lui ont rappelé que, enfin, à un moment donné, il fallait accepter une solution politique. Il fallait rentrer dans une dynamique. Rien du tout. Je suis là, je suis dans mon palais, j'en profite. Mais il a, quelque part, rien ne bougeait. Ça faisait des années quand même que la Syrie était complètement gelée, personne s'y intéressait, il restait en place, il se voyait normalisé, les Arabes l'ont réintégré à la Ligue arabe, il a été reçu ici et là, donc ça marchait quoi. Mais c'était complètement du bluff. Et là, on se rend compte qu'il n'y avait rien derrière. Ouais. Et lui était le premier à ne rien savoir de ce qui se passait. Et Mathieu, côté parti politique français, la chute de Bachar el-Assad, ça a réveillé quelques vieux souvenirs. Oui, alors certains s'en seraient bien passés. Hein. Il n'a pas fallu quelques heures pour voir ressurgir des photos, des interviews, des prises de position. Je ne parle pas forcément des prises de position de Jacques Chirac à l'époque, soutien d'Hafez el-Assad, puis qui se voyait un peu comme le mentor ou le parrain de Bachar, ou l'invitation que lui avait lancée Nicolas Sarkozy en 2008. Non, c'est surtout les prises de position depuis, vous en parliez tout à l'heure, la répression du printemps arabe en 2011. Ce matin, l'eurodéputé Raphaël Glucksmann a dégainé à la radio les commentaires des gens qui n'ont jamais rien dit pour condamner les crimes de Bachar, qui ont tout fait pour les excuser. Je pense au Rassemblement national et à une partie de la gauche. Voilà ce qu'il visait ce matin. Oui. Que leur reproche-t-il ? Alors, pour le Rassemblement national, une complaisance, pour ne pas dire une forme de soutien. Et c'est vrai que certaines positions font tâche. Marine Le Pen, par exemple, elle n'a fait aucun commentaire sur la chute de Bachar el-Assad. Elle qui le voyait comme la seule solution viable en 2017 et qui refusait 2 ans plus tôt de le qualifier de barbare, lui préférant l'expression dirigeant autoritaire. Alors celle qui était alors présidente du RN, du Front National, pardon, avait même mis en doute le nombre de victimes imputées au régime du président déchu, ainsi que l'utilisation d'armes chimiques et le nombre de victimes. Alors on pourrait ajouter les visites à Damas de certains de ses proches, anciens du GUD, de l'eurodéputé Thierry Mariani. Hier, le président de Jordan Bardella a refusé de se féliciter, lui, de la chute de Bachar el-Assad, la qualifiant au contraire de catastrophe en faisant écho et allusion aux éventuelles conséquences sur les flux migratoires. Juste pour finir à droite, oui. C'est pas les seuls. On se souvient aussi du député Jean-Frédéric Poisson, qui avait fait le voyage à Damas, jugeant Bachar el-Assad incontournable. On se souvient dans un autre registre, Jean Lassalle, lui aussi, y a été en 2017, visité Alep sous des drapeaux et sous des photos de Bachar. Et alors côté gauche ? Alors côté gauche, c'est clairement Jean-Luc Mélenchon qui est dans le viseur. À l'inverse de Jordan Bardella, le leader insoumis, lui, il a pris soin de se féliciter de la chute du régime. Je me réjouis à 100% de la chute du régime d'Al-Assad en Syrie. Je me méfie à 100% des nouveaux maîtres du pays, a-t-il tweeté. J'espère à 100% que des élections libres sous contrôle international redonnent aux Syriens le pouvoir démocratique. Alors Jean-Luc Mélenchon, il a condamné les exactions de Bachar en 2011, à partir de 2011-2012, la répression de son peuple. Faut pas lui faire dire n'importe quoi. Il a condamné Bachar el-Assad, mais il a soutenu évidemment l'intervention russe à partir de 2015. Et alors là, il pensait que Vladimir Poutine allait régler le problème de la Syrie. Et il a même, alors 2019 c'était sur un autre sujet, mais exhorté la France à aider l'armée syrienne à défendre son pays contre l'invasion de l'armée d'Erdogan et leurs supplétifs djihadistes. En gros, c'est son tropisme russe qui lui avait donné tort sur l'Ukraine, c'est son tropisme russe qui lui donne tort sur la Syrie. C'est peut-être temps de changer de braquet. Ouais. Autre prise de parole cet après-midi, ici même au Sénat, à l'occasion d'un hommage rendu à Robert Badinter. L'ancien président de la République François Hollande, qui assistait à cet hommage, a tenu à rappeler ce qui s'était passé en 2013 et il nous dit que Bachar el-Assad aurait pu être renversé à cette époque. Écoutons. Syrie, dont on vient de voir qu'il y a eu le renversement du régime, quand en 2013, il eût été possible de le renverser si Barack Obama nous avait suivis et frappés. Ce qui veut dire qu'il y a des interventions qu'il ne faut pas faire parce qu'elles peuvent avoir des conséquences graves. On sait ce qui s'est produit en Irak. Et il y a des interventions qu'il faut faire. Malgré toute la réticence que nous avons à utiliser la force quand nous défendons le droit. Mais il faut parfois utiliser la force si on veut
que le droit l'emporte. Antoine Mariotti, y a-t-il eu cette année-là une opportunité pour faire tomber Bachar el-Assad? Il y a eu des opportunités de faire tomber Bachar el-Assad, et notamment en 2012 où le régime a été particulièrement fragilisé face à l'avancée des rebelles syriens, et qui réclamaient d'ailleurs une aide extérieure, non pas pour que les Français ou les Américains viennent se battre à leur place, mais pour avoir un soutien en armes, etc. Et que les Occidentaux ont beaucoup traîné des pieds pour le faire. Moi j'ai fait un livre sur le sujet, et tous me disaient, on nous a soutenus comme la corde soutient le pendu, c'est-à-dire qu'on nous donnait suffisamment pour pouvoir continuer à nous battre, mais jamais pour inverser le rapport de force. Alors qu'il y a eu des moments clés comme ça, et quand en 2015, par exemple, les Russes interviennent, c'est justement parce qu'ils sont en grande difficulté, le régime. Mais en 2013, pour ce que dit l'ancien président est faux, pardonnez-moi, mais l'opération qui était prévue, c'était pour punir Bachar el-Assad d'avoir utilisé des armes chimiques. Oui, c'est vrai. J'ai moi oublié de le rappeler. De Damas, sauf que les Français, comme les Américains, et j'ai beaucoup travaillé sur cette opération, je le dis avec certitude, ne voulaient pas renverser Bachar. Ils voulaient les frapper symboliquement un certain nombre de cibles, une 70 à peu près, notamment, mais qui ne devaient pas renverser le régime parce qu'ils voulaient encore, surtout, ne pas trop avancer, parce qu'à cette époque-là, vous aviez justement des brigades islamistes qui n'étaient pas très loin et qui faisaient peur aux Occidentaux. Et d'ailleurs, il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on se réjouit beaucoup de voir Djoulani renverser Assad, alors qu'à l'époque, il y a 10 ans, c'était la crainte, c'était que des groupes comme ceux de Djoulani prennent Damas à la place de l'armée syrienne libre, donc les opposants modérés. Il y a un dernier thème dont je voudrais parler, il nous reste vraiment quelques minutes, c'est la réaction d'un certain nombre de pays. Je vais citer l'Autriche, l'Allemagne ou encore le Royaume-Uni. C'est tombé il y a quelques minutes. Nos confrères de l'Alliance française nous disent que le Royaume-Uni suspend provisoirement l'examen des demandes d'asile de Syriens. La France est en train de se poser la question à la Condamnie. Moi, ça m'a choqué quand j'ai vu ça. J'allais le dire justement pour revenir à aujourd'hui. D'abord, il n'y a pas eu de politique vis-à-vis de la Syrie, ni de la France, ni du reste de l'Europe. On maintenait les sanctions contre le régime, mais voilà, on n'avait aucune stratégie, aucun traitement. Y compris de la part des Américains. Et là, la première chose, c'est génial, ça va faire moins de réfugiés, et on arrête même les demandes en cours. Oui, c'est ça, on suspend. Les demandes d'asile en cours. Oui, l'Autriche se pose même la question de renvoyer des Syriens. Vraiment lamentable. Ouais. Effectivement, l'ONU, par la voix du Haut-Commissariat aux réfugiés, demande patience et vigilance, David Rigollet-Rose. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait justifier le fait de suspendre ces demandes d'asile c'est un peu rapide, effectivement, parce que la situation est pour l'instant assez confuse. Donc, il y a une forme de précipitation qui renvoie à la représentation qui s'est imposée lors de la grande vague, évidemment, migratoire. Et donc, c'est pas non plus dénué on va dire, de sensibilité politique. Sinon politicienne, bien sûr, potentiellement, parce que c'est un sujet qui a été particulièrement difficile à gérer, on va dire. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat, merci à toutes et à tous de votre fidélité à notre émission. Je vous dis à demain. Je vais rappeler, alors on a revu votre livre consacré à la Syrie, donc là je montre le dernier sur l'histoire secrète, les histoires secrètes de la CIA. Qui est passionnant. Bon ça tombe et il parle un petit peu de Syrie aussi. Et voilà, il y a même de la Syrie dedans, c'est chez Talandier à la Condamnie, on vous lit dans Libération, évidemment, et David Rigollet-Rose. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef d'Orient Stratégique. Notez enfin que l'invité de la matinale sera Sophie Primas, ministre déléguée des missionnaires, chargée du commerce extérieur et des Français de l'étranger. Belle soirée.